RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Ce journal vous est offert par Thermoprotection. Mesdames et messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver pour cette session d'information sur la RTGA. Donc voici les principales articulations. La 9e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, TICAD 9, va s'ouvrir ce mercredi 20 août à Yokohama. La RDC va participer à cette rencontre de haut niveau à travers la première ministre Judith Suminwa qui séjourne déjà au Japon. Elle représente le chef de l'État à ses assises pour discuter sur les priorités du développement du continent. Et puis un scandale à la mairie de Lubumbashi ce mardi 19 août, signé Joyce Tunda, l'adjointe au maire de la ville de Lubumbashi. Elle s'est attaquée violemment aux conseillers municipaux en intimant l'ordre à ses gardes de les déguerpir de la salle où ils attendaient être reçus par le maire Patrick Afwimbi. Un comportement déplorable qui a suscité le courroux de ses conseillers. Voilà, je viens de l'annoncer à peine au début ce mercredi 20 août 2025 de la 9e conférence internationale de Tokyo au Japon sur le développement de l'Afrique. La première ministre de la République démocratique du Congo, Judith Suminwa, va représenter le chef de l'État à ses assises qui, elle, séjourne depuis donc lundi à Tokyo. Cet événement majeur prévu du 20 au 22 août à Yokohama réunira de nombreux chefs d'État africains ainsi que de partenaires internationaux autour des priorités de développement du continent. Au-delà de son importance politique et économique, cette rencontre constitue aussi une opportunité culturelle. La RDC et le Japon, deux nations riches en identité et en tradition, peuvent s'inspirer mutuellement pour renforcer leur dynamique du développement. Et dans un contexte marqué par la montée en puissance de la désinformation au sein de l'espace médiatique africain, les deux capitales les plus rapprochées au monde, dont Kinshasa et Brazzaville, font front commun pour protéger leurs citoyens contre la manipulation de l'information. André Ikoma pour les détails. Exploiter et consolider les pistes de collaboration pour faire face efficacement à la désinformation, source d'incompréhension, de confusion et parfois des tensions dans leurs sociétés respectives. Tel est l'objectif de cette séance de travail de haut niveau entre les ministres des Communications de la République démocratique du Congo, Patrick Muyaya Katembwe, et Thierry Leze Moussalanga de la République du Congo. Au-delà des relations diplomatiques que nous avons entre les deux pays, nous explorons les pistes d'échange dans les secteurs qui nous concernent. Vous savez que nous partageons plus ou moins le même écosystème, notamment médiatique, et que régulièrement, il y a des nouvelles, des fausses nouvelles qui circulent de part et d'autre. Et nous avons estimé que de ce point de vue, il y a un besoin justement, à la suite des rapports diplomatiques cordiaux qu'il y a entre les deux pays, à la suite des rapports cordiaux, je dirais aussi, entre nos deux chefs d'État, il faudrait peut-être que nous, à notre niveau, on travaille au-delà des efforts que nous faisons en termes des échanges pour casser toutes ces campagnes ou toutes ces fausses informations qui tendent parfois à entacher la relation, non pas seulement entre les deux pays, mais même la perception que peuvent avoir certains compatriotes ici de la position de Brazzaville face à la crise. Cette collaboration renouvelée marque une étape majeure dans la lutte contre la désinformation et ouvre la voie à d'autres projets conjoints visant à renforcer la sécurité informationnelle et l'unité entre le peuple. Et il faut aussi s'appuyer sur les écoles pour lutter contre la désinformation. Les enseignants des écoles conventionnées catholiques renforcent leur capacité sur les notions de civisme et de la morale, deux disciplines négligées pour forger les vrais patriotes et citoyens au pays. Cet atelier de 4 jours est l'œuvre d'une initiative conjointe entre la Commission épiscopale pour l'éducation chrétienne, la Coordination nationale des écoles catholiques et la Commission Justice et Paix de la SENCO,
déterminés à former une élite aux valeurs fortes. Irène Moussouné et Dieu merci Diaka pour les détails. Le Centre catholique Nganda abrite depuis le dimanche 17 août 2025 un atelier national de formation axé sur l'éducation civique et morale. Organisé conjointement par la Commission épiscopale pour l'éducation chrétienne et la Coordination nationale des écoles conventionnées catholiques, la Commission épiscopale Justice et Paix, cet atelier de 4 jours a réuni les formateurs venus de 26 provinces et de 29 diocèses de la RDC. Durant 4 jours, les participants ont renforcé leurs compétences pédagogiques et découvert de nouvelles approches susceptibles d'enrichir l'enseignement civique et moral de façon interactive et engagée. Objectif, revaloriser ces disciplines dans les écoles conventionnées catholiques. Dans son mot de bienvenue, l'abbé Emmanuel Bachiki, secrétaire à la Commission épiscopale d'éducation chrétienne et coordinateur national des écoles conventionnées catholiques, a salué l'engagement des participants en mettant l'accent sur la redynamisation de ces disciplines. Ce qui nous réunit ce matin, c'est donc un atelier pour former à l'enseignement du civisme. De se mettre ensemble pour réfléchir et proposer de nouvelles méthodologies, de nouvelles approches, de nouveaux thèmes pour garantir un apprentissage efficace des apprenants. Cyril Ebotoko, secrétaire exécutif de la Commission épiscopale Justice et Paix, qui soutient aussi l'initiative à encourager les participants pour leur présence et dévouement à cette initiative qui soutient les actions jumelées entre sa commission CEJP et CEC en faveur des valeurs de démocratie, droits humains exécutées par la dynamique Femmes 5O, annonçant ainsi le lancement imminent d'un nouveau programme. Va consister à la dissémination des feuillets. Les feuillets sur des questions d'éducation civique et électorale. Ces feuillets sont écrits sous forme de questions-réponses. On va se disséminer un certain nombre de questions et nous visons les classes de 4e, 5e, 6e, parce que là, on vise les nouveaux majeurs lors des élections prochaines. Former une nouvelle génération d'éducateurs capables de transmettre des valeurs fortes à la jeunesse congolaise, voilà les leitmotivs des organisateurs. Et cette triste nouvelle, les frères de la congrégation mariste dénoncent l'attaque de leur couvent où se trouve l'école primaire Mobateli sur l'avenue Dona Béatrice à Binza-Pigeon dans la commune de Ngaliema. Plusieurs jeunes accompagnés des éléments de la police ont déguerpi les religieux. Le chancelier du cardinal Fridolin Mbongo parle d'une décision illégale, ignorant le jugement déjà clos en faveur des frères maristes. Reportage Dieu merci Diaka. C'est un déguerpissement illégal, ignorant les jugements déjà clos en faveur des frères maristes. Lundi 18 août, des jeunes munis de machettes accompagnés d'un certain Franck et les éléments de la police ont débarqué et attaqué le couvent des frères maristes situé au quartier Pigeon dans la commune d'Engaliema. Les religieux ont été violemment déguerpis et laissés à la rue. Cette situation est une attaque contre la justice, la foi et l'état des droits, un scandale qui menace directement la sécurité publique. Tout est Libanda. Avant, ils allaient Libanda. Je ne sais pas, le 1er septembre. Classe Robandande, on a 600 ou 700 enfants à l'école primaire, na maternelle, au Batanga Rakuna. Dernier jugement, Nazanango Awa. Mais c'est quoi que tous ces gens vont profiter, tant qu'on va changer le gouvernement, ministre Abimi, Bango Pe, je crois qu'ils ont raison. Il y a eu le jugement, on a gagné le procès. Il s'agit d'un monsieur qui s'appelle Franck, qui a son clic et puis ils viennent souvent chercher à nous déguerpir à tout moment, mais avec un faux document. Les frères maristes, cette congrégation internationale catholique qui participe à la formation des Congolais à travers ses écoles, à 2 communautés, à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, à savoir la communauté Bobokoli, créée depuis 1956, et Marcellin. Et dans un autre secteur, le rapport du monitoring sur la responsabilisation des femmes dans les partis politiques et leur représentativité au sein des institutions et autres instances du pouvoir à RDC a été présenté
ce 19 août par le cadre permanent de concertation de la femme congolaise. Avec l'appui de son partenaire Open Society, le CAFCO a mené donc le monitoring dans 24 provinces, sauf au nord et sud Kivu, sous occupation, sur la responsabilisation et la représentativité des femmes dans les partis politiques et assemblées délibérantes. Il ressort de ce rapport que le taux de représentativité des femmes reste plus ou moins bas. Suzy Kibera Omari. 42 moniteurs du cadre permanent de concertation de la femme congolaise disséminés à travers les provinces du pays, sauf dans celles sous occupation, ont mené le monitoring auprès de 30 partis politiques et différentes institutions à tous les niveaux, national, provincial et local. Les militantes des partis politiques, les conseillers communaux et membres de la société civile ont suivi la présentation de ce rapport du monitoring sur la responsabilisation des femmes dans les partis politiques et leur représentativité au sein des institutions et autres instances de pouvoir en RDC. Grace Lula, directrice exécutive nationale du cadre permanent de concertation de la femme congolaise. Nous avons décidé de faire ce monitoring en complément d'un premier monitoring qui était fait sur les difficultés que les femmes ont rencontrées dans les joutes électorales de 2023 qui ont fait qu'elles ne se sont pas retrouvées suffisamment nombreuses à être élues. Pour nous, le travail ne s'est pas arrêté là-bas. Nous sommes en train d'aller vers les échéances de 2028. Et nous continuons notre travail de sensibilisation, de plaidoyer. Ce monitoring est pour nous l'occasion d'avoir en main un outil de plaidoyer. Les élus communaux rassurent s'approprier de ce support pour renforcer la question de la participation politique des femmes. Vraiment de tenir compte à la représentativité des femmes lors des échéances électorales à venir. Et parce que même dans des institutions, il faut aussi en tenir compte de la représentativité des femmes puisque le nombre de femmes sont un peu minimes par rapport aux hommes. Les militantes des partis politiques s'engagent à mobiliser leurs autorités morales et leurs bases. Nous n'allons pas croiser les bras, nous allons toujours maintenir la pression pour que l'article 14 de la Constitution soit respecté. Avec l'appui de son partenaire Open Society Africa, le CAFCO a également révélé le baromètre genre en RDC à un niveau orange. Une alerte pour rectifier les tirs en impliquant plus des femmes dans les instances de prise de décision. Venons-en à cette femme qui a fait parler d'elle aujourd'hui à Lubumbashi, Joyce Tunda, l'adjointe au maire de la ville de Lubumbashi, convoquée à Kinshasa par le VPM Jacquemin Chabani pour une consultation, a fait son apparition surprise à la mairie. À peine arrivée, celle qui prétend bénéficier de la légitimité de gérer l'hôtel de ville de Lubumbashi s'est attaquée violemment aux conseillers municipaux en leur exigeant de quitter la salle d'attente où ils attendaient d'être reçus par le maire Patrick Kafwimbi. Information donnée par le conseiller municipal Alain Kami, élu de la commune de Kampemba. Et dans Lubumbashi toujours, le commissaire provincial de la police du Haut-Katanga dans la ville de Lubumbashi a mis la main sur 7 présumés criminels dont un repris de justice dans le Haut-Katanga et ils ont été présentés devant la population. Parmi ces malfrats, certains sont poursuivis pour extorsion, vol à main armée au quartier Mampala et au marché Mimbulu dans la commune de Lubumbashi, où il dérangeait donc les paisibles citoyens. Blaise Kilimalimba a promis de les déférer devant la justice pour des sanctions exemplaires. Reportage Suzy Kibera Omari. 7 présumés criminels, dont un récidiviste tombé dans le filet de la police, ont été présentés par le commissariat provincial de la police du Haut-Katanga. Ces malfaiteurs sont poursuivis pour extorsion, vol à main armée au quartier Mampala, au marché Mimbulu, dans la commune de Lubumbashi, où ils ont estorqué des biens de paisibles citoyens. L'une des victimes a témoigné devant les autorités provinciales de la police après la présentation de ces criminels par un agent de service de sécurité. Dans la commune de Kampemba, plusieurs fois recherché, cette fois ici, il a pris pour cible son voisin immédiat qui est avocat. Ils se sont introduits avec des machettes ici.
Ils ont emporté 3700 $. La deuxième bande est celui des Penga Penga. Vous ne pouvez pas passer. Ils attendent tout le monde. Ils arrachent des biens des paisibles citoyens. Vers 2h, 3h, ils se mettent sur le terrain et ils commencent à voler. L'une des victimes, qui est un avocat, a vu ses biens être emportés par ces voleurs, dont l'un de ses voisins l'ayant reconnu. Il a salué la bravoure de la police en relatant les faits. Ils ont opéré pendant 20 minutes, de 2h10 à 2h30. Ils sont entrés. Lui, je ne voulais pas, vous m'excuserez, je ne voulais pas poser la question cette nuit-là dans ma maison. Il allait me tuer. Ils sont entrés au nombre de 15 personnes dans la maison. Quand mes enfants m'ont dit, papa, monte au plafond, on peut te tuer. Moi, je dis non, qu'on me tue, vous allez me pleurer. Comme ils avaient échoué de casser la porte, ils ont brisé donc des vitres. Le commissaire divisionnaire Blaise Kilimbalimba a rassuré sur la poursuite des enquêtes pour trouver tous les auteurs des crimes dans la ville de Lubumbashi. Blaise Kilimbalimba a rappelé sa détermination à poursuivre les auteurs des crimes afin que la population vaque librement à ses occupations. Pour le commissaire divisionnaire, cette traque des criminels qu'il a initiée vise l'éradication du banditisme urbain et la réduction sensible du taux de criminalité dans la province. Et les jeunes étudiants des différentes universités ont été invités à se lancer dans l'entrepreneuriat pour contribuer à l'émergence du pays. C'était lors de l'ouverture de la première édition de la Semaine de l'étudiant au Musée national, placée sous le thème « Faire des études universitaires », un levier stratégique de la réussite, une occasion pour sensibiliser les jeunes étudiants à comprendre les réalités de la société pour entreprendre des sanctions, donc des actions concrètes à trouver des solutions durables aux problèmes qui se posent dans le pays grâce à leurs études universitaires. Megui Kabembo. Les étudiants issus de différentes universités de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, sont conviés à la première édition de la Semaine de l'étudiant congolais. Ces assises de 3 jours offrent un espace d'apprentissage stratégique destiné à doter les étudiants finalistes et jeunes diplômés d'outils pratiques et inspirants allant bien au-delà des naissances théoriques. Partant du constat que les diplômes seuls ne garantissent ni réussite, ni épanouissement, TBC Academy choisit d'apporter sa contribution en sensibilisant pour l'organisation d'une formation capable de préparer les jeunes étudiants à devenir de véritables acteurs de changement. Le plus grand objectif que nous poursuivons dans cette activité, c'est de contribuer au développement de notre nation par le truchement de la jeunesse. Et pas n'importe quelle jeunesse, la jeunesse estudiantine. Parce qu'on avait fait un constat et que nous avons plus de jeunes qui finissent, mais les problèmes auxquels la société fait face n'arrivent pas à être résolus. Donc il y a un problème. Alors TBC Academy voulait porter sa part de contribution pour qu'il y ait de l'autre côté une formation qui soit capable de porter des solutions aux problèmes du pays. Alors le TBC Academy voulait apporter sa contribution pour qu'il y ait d'un côté une formation qui soit capable d'apporter des solutions aux problèmes du pays. Voilà pourquoi cette première édition a été organisée et dont l'objectif principal est de pousser les étudiants à faire leur parcours estudiantine, un levier stratégique de la réussite. Essentiellement axé sur la transition entre l'université et la pré-université. Nous avons montré aux étudiants qui devaient faire un choix, mais parmi les choix qu'ils devaient faire entre salariés ou entrepreneuriat ou même se lancer dans la poursuite des études, nous leur avons encouragé à se lancer dans l'entrepreneuriat qui fera d'eux, qui sait, des millionnaires, mais qui permettra de créer des emplois, mais aussi de relever l'économie. Cette première édition de la Semaine de l'étudiant illustre une volonté forte d'aligner formation universitaire et exigences du marché en dotant les jeunes de compétences stratégiques et de capacités d'adaptation. Restons toujours à l'université pour dire que le bureau du Conseil national de l'ordre des médecins de la République démocratique du Congo informe aux candidats au test préalable
à l'inscription au test du Conseil national de l'ordre des médecins ainsi qu'aux étudiants inscrits à la filière de médecine dans les universités de la RDC. Les décisions du CNON communiquées en janvier 2025 à chaque université organisant la filière de médecine. Décision relative à l'accréditation des facultés de médecine de la RDC au terme du contrôle au niveau de chaque faculté de médecine est validée en décembre 2024. À l'issue de ce rapport, seules 17 universités sont accréditées à travers le pays, dont l'UNIKIN, l'UNILU, l'UNIKIS et tant d'autres. Et puis, ayant remarqué l'absence de la faculté de médecine de l'Université de l'Équateur sur cette liste parmi les universités accréditées, le panel de la société civile de l'Équateur attribue cette solution donc à la mauvaise gestion de l'Université de l'Équateur par le comité de gestion. Le détail dans ce reportage de André Ikoba. Pour le panel des experts de la société civile de l'Équateur, cette décision résulte d'une série de dysfonctionnements persistants, notamment à une mauvaise gestion du comité de gestion, à une absence d'organisation académique rigoureuse, à une politisation excessive de l'université et à un manque de surveillance. Pour le panel des experts de la société civile de l'Équateur, cette décision résulte d'une série de dysfonctionnements persistants, notamment à une mauvaise gestion du comité de gestion, à une absence d'organisation académique rigoureuse, à une politique excessive de l'université et un manque de supervision adéquate. Ces facteurs compromettent gravement la crédibilité de cette institution publique et mettent en péril l'avenir de nombreux jeunes équatoriens engagés dans un cursus médical afin de remédier à la crise de personnel soignant, particulièrement dans la province de l'Équateur et dans toute la RDC. Face à cette situation, le panel interpelle formellement le ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire, les autorités académiques ainsi que toutes les filles et fils de la province de l'Équateur à s'impliquer de manière urgente pour sauver la faculté de médecine de l'UNIMBA avant la rentrée académique 2025-2026. Une mobilisation populaire pourrait être envisagée comme ultime recours. Le panel lance un appel au calme à l'endroit de tous les étudiants et le rassure que les démarches sont en cours en vue d'une solution durable et respectueuse de leurs droits. Et puis, la campagne de vaccination contre le choléra a débuté ce mardi 19 août 2025 dans la capitale congolaise. Elle a été lancée à la maison communale de Ngirigiri, donc dans la ville de Kinshasa. Cette campagne de 5 jours cible les 7 zones de santé les plus touchées de la ville, dont la zone de santé de Ngirigiri, où a été lancée donc ce 19 août. Cette campagne de vaccination, elle intervient dans un contexte de recrudescence de l'épidémie du choléra avec en République démocratique du Congo donc 1831 cas suspects qui ont été signalés à travers le pays par le ministère de la Santé. Suivez ce reportage. Pendant 5 jours, plus de 3 millions de personnes, dont les enfants âgés d'1 année et plus, ainsi que les adultes, vont recevoir le vaccin contre le choléra à Kinshasa. Cette campagne cible les personnes vivant dans les zones les plus touchées. L'objectif pour cette campagne est d'atteindre au moins 90% de notre cible en attendant le rapport du monitorage indépendant qui sera organisé par l'OMS. Le vaccin sera administré par voie orale en stratégie porte-à-porte, c'est-à-dire le vaccinateur passeront d'une maison à une autre et partout où les cibles se retrouveront pour le vacciner en vue de contribuer à réduire l'incidence. Pour les partenaires du ministère de la Santé, dont l'OMS, l'ampleur de cette nouvelle épidémie de choléra, avec une moyenne de plus de 2000 cas rapportés par semaine en pleine saison sèche, période de baisse des notifications des cas, oblige les interventions de grandes envergures. Grâce à l'appui de l'ICZ et de Gavi, 3,67 millions de doses de vaccins ont été mobilisées pour la RDC. La campagne que nous lançons aujourd'hui vise à protéger toutes les personnes âgées d'1 an et plus dans les zones ciblées et de réduire la morbidité et de la mortalité. Les habitants de la commune d'Ngiringiri, l'une des communes avec haute flambée des cas, accueillent avec joie cette campagne
qui va aider à protéger la population. Ezaka ete tozwa vaccin po tomibatela oso tozwi vaccin te choléra ezoboma choléra ezokipe nango acheté et ozala na 50 ans 40 ans 30 ans oza moto oza le concerné ebongo tozwa vaccin. Le programme élargi des vaccinations coordonne cette campagne pour éviter la propagation de cette maladie dangereuse. Célébré sous le thème « Renforcer la solidarité mondiale et autonomiser les communautés locales », la Journée mondiale de l'aide humanitaire, célébrée le 19 août de chaque année, est une occasion d'honorer ceux qui interviennent dans des crises pour aider les millions de personnes dont la vie est en danger ou en jeu. En République démocratique du Congo, la situation humanitaire est marquée par des déplacements massifs des populations, des destructions des infrastructures et la perte en vie humaine. Les agences humanitaires ont besoin de fonds importants pour répondre aux besoins de plus de 11 millions de personnes, dont 7,8 millions de personnes déplacées. Megui Kabembo pour le commentaire. Le 19 août de chaque année, le monde entier célèbre la Journée mondiale de l'aide humanitaire pour rendre hommage aux personnes qui assistent les populations touchées par les conflits, les catastrophes et commémorer l'attentat de 2003 contre le siège des Nations Unies à Bagdad. En cette année, le message est clair. Le système humanitaire est à bout de souffle, sous-financé, débordé et attaqué. Là où tombent les bombes et où surviennent les catastrophes, ce sont les travailleurs humanitaires qui tiennent bon, sauvant des vies, souvent au péril de la leur. Et de plus en plus, ils sont eux-mêmes pris pour cible. Rien qu'en 2024, plus de 380 000 travailleurs humanitaires ont été tués, certains dans l'exercice de leurs fonctions, d'autres chez eux. Des centaines d'autres ont été blessés, kidnappés ou détenus. Avec comme thème renforcer la solidarité mondiale et autonomiser les communautés locales, l'objectif est d'honorer ceux qui interviennent dans les crises pour aider les autres et viennent en aide à des millions de personnes dont la vie est en jeu. En République démocratique du Congo, la situation humanitaire est marquée par des déplacements massifs de populations, des destructions d'infrastructures et des pertes en vies humaines. Les agences humanitaires ont besoin de fonds importants pour répondre aux besoins de plus de 11 millions de personnes, dont 7,8 millions de personnes déplacées. La Journée mondiale de l'aide humanitaire est une opportunité également de remercier le Médecins sans frontières pour leur engagement soutenu à travers le déplacé de plusieurs villages. Le 19 août, l'Organisation internationale pour la migration s'est jointe aux Nations Unies et à ses partenaires humanitaires pour célébrer la Journée mondiale de l'aide humanitaire, rendre hommage aux personnes qui travaillent en première ligne dans les situations de crise et réaffirmer sa solidarité avec les millions de personnes dont la survie dépend de l'aide humanitaire. Cette année, la commémoration se déroule dans un contexte sans précédent. Les opérations humanitaires sont de plus en plus souvent la cible d'attaques, les ressources sont limitées et le besoin augmente partout dans le monde. Et le monde célèbre la Journée internationale de la photographie ce 19 août. Il s'agit de rendre hommage à l'art de capturer le réel et l'émotion. La photographie, bien plus qu'un simple outil visuel, est un langage universel qui transcende les frontières et les époques. Elle permet de figer l'instant, de raconter donc les histoires, mais aussi de dénoncer l'injustice. Les photographes deviennent témoins et acteurs de leur temps, donc dans cette passion et profession qu'ils ont choisi, une occasion pour les nations de saluer leur engagement artistique au service des générations. Reportage de Keref Kabeya. Ce 19 août, le monde rend hommage à l'art de la photographie, un outil puissant de mémoire, d'expression et de transmission. À travers leurs objectifs, les photographes saisissent l'éphémère, documentent l'histoire et révèlent des vérités souvent passées sous silence. Pour de nombreux artistes, cette journée symbolique est bien plus qu'une simple célébration. C'est la reconnaissance d'un art engagé, porteur de sens et de transmission sociale. Parmi ces voix photographiques qui marquent leur époque, Anastasie Langou, artiste et photographe congolaise résidant en France, se distingue par une démarche artistique profondément militante. À travers ces clichés, elle dénonce les violences faites aux femmes, la marginalisation persistante des femmes africaines
ainsi que les injustices criantes qu'ait subi la République démocratique du Congo. Ces œuvres, souvent poignantes, sont un cri visuel, une invitation à voir au-delà de l'image pour entendre les histoires que les mots ne suffisent plus à raconter. La photographie me permet d'extérioriser mes émotions, d'extérioriser ce que je pense, questionner ma communauté, questionner les choses que je vois, que j'aimerais peut-être dénoncer ou juste mettre à l'évidence. En fait, la photographie me permet de créer des images où je fais des mises en scène, où je fais sortir mes idées d'abord. C'est des idées, je fais des recherches et la photographie, c'est juste un support avec lequel je pose mes idées. Pour Anastasie Langou, la photographie est un acte de résistance et d'affirmation. Son engagement artistique dépasse l'esthétique pour devenir un véritable outil de plaidoyer, notamment contre les silences complices de la communauté internationale face aux drames humanitaires en RDC, y compris les violences des masses assimilables. En ce jour mondial de la photographie, son travail rappelle que l'image peut non seulement capturer l'instant, mais aussi réveiller les consciences et ouvrir des chemins vers la justice et la paix. Et voilà, on va rappeler les principaux titres de cette session d'information. La 9e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, TICAD 9, va s'ouvrir ce mercredi 20 août à Yokohama. La RDC va participer à cette rencontre de haut niveau à travers la première ministre Judith Suminwa qui séjourne déjà au Japon. Elle représente le chef de l'État à ses assises pour discuter sur les priorités du développement du continent. Un scandale à la mairie de Lubumbashi ce mardi 19 août signé Joyce Tunda, l'adjointe au maire de la ville de Lubumbashi. Elle s'est attaquée violemment aux conseillers municipaux en intimant l'ordre à ses gardes de les déguerpir de la salle où ils attendaient être reçus par le maire Patrick Kafwimbi. Un comportement déplorable qui a suscité bien entendu le courroux de ses conseillers. Voilà, c'est la fin complète de cette session d'information. Merci pour le moment de votre temps. Et Dieu merci, Diaka et André Koma me disent donc de vous dire merci pour votre sympathique attention. Ils l'ont conduit de main de maître. On se retrouve prochainement. Au revoir. Ce journal vous a été offert par Tango Protection. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA,